Et vous vous contentez de faire, comment dire, un constat, de remettre en question certains clichés, ou alors vous proposez également, pas des solutions, mais en tout cas des propositions? Ben, il n'y a pas de solution, parce que si elles existaient, elles auraient été appliquées depuis très longtemps. Mais en fait, oui, il y a quelques propositions. Par exemple, j'explique que les violences scolaires, et on sait que l'actualité, il suffit de regarder la télé pour s'apercevoir maintenant que vous avez des jeunes qui rentrent dans les écoles avec des cagoules et qui mettent des coups de batte de baseball un peu partout. Ça reste très marginal, ça reste... Ah non, ça reste pas marginal, ça. Vous savez qu'entre ce qui est révélé par la presse et ce qui existe, il y a une grosse distorsion. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, ce sont des phénomènes qui sont récurrents. La violence scolaire, c'est récurrent, c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Et encore, les statistiques, elles sont en dessous de la vérité. Bien sûr, parce que les chefs d'établissement ne vont pas... les chefs d'établissement, par souci de préserver l'image de marque de leur établissement, pour éviter de faire fuir les bons élèves, il y a des faits qui ne révèlent pas à l'administration. Mais les plus grosses violences, c'est plutôt des petites violences aussi au quotidien, plutôt que le côté spectaculaire des bandes cagoulées. Voilà. Les bandes cagoulées, ça reste marginal. Ça reste marginal. Voilà. Ça reste marginal, mais c'est quand même inquiétant. Voilà. Oui, bien sûr. Après, il y a tout ce qui relève des petits actes de délinquance, des incivilités qui sont quand même récurrentes, quoi. Je veux dire, quand vous avez un gamin de 11 ans qui présente un couteau à un enseignant ou à un directeur d'école, je sais pas, vous êtes assez jeune, je suppose que quand vous étiez à l'école, ça n'arrivait pas tous les jours. Oui, je suis enseignante en même temps. Voilà, donc en plus vous êtes enseignante. Oui, je suis prof de français. Voilà, donc ce sont des choses qu'on ne voyait pas. Enfin, moi, je me souviens que j'avais 7-8 ans, quand on voyait le professeur ou le directeur qui rentrait dans l'école, déjà on avait des blouses. On avait des blouses, hein, et on se mettait au garde à vous. Alors oui, mais là, voilà. Quand on vous entend, il y a un peu le côté « c'était mieux avant ». Donc si on ne tombe pas dans le côté « c'était mieux avant », effectivement, ça a changé et il y a une violence qui est plus... Je ne suis pas nostalgique d'un passé que je n'ai pas connu, moi. Parce que la société est plus concentrée et l'école est le miroir grossissant de la société, ça on est d'accord. Mais justement, quelle est votre proposition par rapport à ça? Par exemple, sur les violences scolaires, je pense qu'il faudrait développer de nouveaux partenariats entre la police et l'éducation nationale. Mais quand vous parlez de police à certains enseignants, vous avez leurs cheveux qui se dressent. Alors je dis pas tous. Alors voilà, parce que prenons l'exemple. Il y a quand même des caricatures qui existent de tous les côtés. Oui, parce que prenons l'exemple. Et j'existe un exemple dans ce livre. Alors, comment s'appellent, ce ne sont pas les brigades. Brigades mobiles de sécurité. Voilà, c'est les brigades mobiles de sécurité. C'est pas des policiers, c'est des gens qui relèvent de l'éducation nationale. Mais non. Ils ne relèvent pas de l'éducation nationale. Parce que là, justement, dans ce système-là, pour, disons, des interventions extérieures, le problème, c'est que les interventions extérieures ponctuelles, exemple, incident dans un établissement, on nous propose de faire venir ces personnes-là pendant 15 jours. Ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Il faut faire du travail sur le long terme. C'est la continuité, parce que ce qui marche le problème avec en France, c'est qu'on ne réagit que quand il y a des drames. On ne sait pas faire de prévention. D'abord, on ne sait pourquoi on ne sait pas en faire, parce qu'on ne sait pas l'évaluer. La prévention, ça coûte des milliards d'euros. Le problème, c'est quand vous faites un bilan précis des dispositifs, c'est très gentil, merci. On ne sait pas vraiment l'impact que ça a donné. Alors que moi, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis, je peux vous dire qu'ils sont avant-gardistes là-dessus. Vous allez aux États-Unis, vous avez des policiers qui sont recrutés par l'éducation nationale. Ce n'est pas le système centralisé comme on va, mais qui sont recrutés, payés par les écoles, et ils font partie des écoles, des équipes pédagogiques. Et le contact est permanent. Et vous avez des policiers en tenue. Et vous voyez des gamins, bon, c'est pas, je ne suis pas nostalgique de ce qui passe parce que c'est pas applicable. Les modèles ne sont pas applicables. C'est pas applicable. Pour des raisons historiques. Et surtout, c'est paradoxal, puisque, regardez, là, on est plutôt dans la suppression des postes, de surveillants, de CPE, il y a plein de postes qui sont plutôt supprimés. Alors que là, c'est un adulte qui est là et qui peut avoir ce rôle aussi dissuasif. Non, mais attendez, il faut des adultes qui soient bien formés. Bien sûr. Si c'est pour recruter des gens et dire il y a du monde sans qu'ils soient formés, on est d'accord, mais là, on va un petit peu dans ce sens-là. Puisque, par exemple, le CPE qui est formé, un CPE, c'est tout à fait formé. Les CPE, généralement, dans les établissements, sont un pilier majeur. Et là, à la place des CPE, on veut proposer des personnes non formées ou des postes, comment dire, des postes éphémères de 3 ans. C'est pas suffisant. Enfin, il faut travailler sur de long terme. Il faut du personnel qui soit qualifié, bien formé, et surtout qui soit sensibilisé à toutes ces questions. Et qui puisse intervenir dans un but préventif. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on a du mal à déployer les moyens qu'il faut. Et surtout, j'ai l'impression que même s'il y a une volonté politique, ça ne marche pas parce qu'il y a quand même, on est encore dans la suspicion de l'un de l'autre. On a des mondes qui se sont trop longtemps ignorés et on a du mal à travailler en partenariat.
Parce que le personnel, il existe. Il y a quand même 1 million, plus d'1 million d'enseignants, il y a du personnel administratif, c'est quand même... Enfin, les effectifs d'éducation nationale, c'est l'armée rouge en 1970, quoi. Faut le savoir, quoi. Non, mais c'est énorme. Alors, c'est vrai, après, il y a peut-être une question de répartition des effectifs. De répartition, parce qu'on reste toujours un enseignant face à 25 élèves, par exemple, en zone d'éducation prioritaire, mais sur ces 25 élèves, 10 cas difficiles, 3 cas de personnes ayant vraiment une attitude ascolaire. Donc, on a besoin de ce monde-là, et même ce professeur face à 10 élèves, ce serait même l'idéal. Ouais. Donc, on n'est jamais assez, parce que l'éducation, comme dit Victor Hugo, qui ferme une école ouvre une prison. L'éducation, c'est la base de tout. Si c'était vrai, ça se saurait. Et pourtant, j'adore Victor Hugo. Mais c'est vrai, d'une façon, bien sûr, là, c'est la formule, elle est un peu, comme toute formule poétique, elle est un peu, là, le rythme binaire et tout ça. Au-delà de ça, c'est pas aussi schématique que ça. Non, mais dans l'idée, l'éducation aussi. À la base. Un enfant qui travaille chez lui, c'est pas un enfant qui traîne non plus. Non. Un enfant, la première violence scolaire, c'est aussi l'échec. Oui, un enfant qui est en situation d'échec scolaire. Donc là, c'est un thème très compliqué, cette question de la délinquance. On est dans un pays quand même où vous avez tous les ans 165 000 élèves qui sortent du système scolaire sans formation. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de ces gamins-là qui sortent du système scolaire, ils ont 16 ans. Justement, c'est la rue. Regardez, et la rue, c'est le désœuvrement. Mais on a tous conscience de ça, et toutes les réformes actuelles vont au contraire accentuer cette chose-là. Avant, il y avait au moins pour ces élèves-là la voie des lycées professionnels pour qu'ils puissent aller vers une voie professionnelle. Et là, c'est en train de changer. Beaucoup d'élèves se retrouvent même sans formation ou alors pas du tout avec la formation qu'ils veulent. C'est un thème qui est... En fait, c'est trop compliqué. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs facteurs en fait, qui expliquent ça. On ne peut pas parler uniquement de l'éducation nationale. Non, bien sûr. Il faudrait également parler de l'autorité parentale. Il faudrait parler de la démission, voire de la défaillance de certaines familles qui ont du mal à assurer l'éducation de leurs enfants. Enfin, je veux dire... Mais on ne peut pas parler de la défaillance et de la démission des familles sans parler de du contexte social où une maman qui va faire le ménage du matin jusqu'au soir va se retrouver. Mais toutes les mamans ne sont pas femmes de ménage. Tous les mamans ne sont pas femmes. Moi, les mamans de mes élèves, beaucoup sont femmes de ménage aussi. Mais vous savez, ma mère était femme de ménage. La mienne aussi. Ma mère était femme de ménage. Je ne suis pas devenue voyou. Dédicace aux femmes de ménage. Non, mais la mienne aussi. Voilà. Mais elles vont travailler. Oui, mais les enfants ont changé. Un enfant, comment dire, nous peut-être, un enfant de notre génération, de votre génération, dont la maman va travailler du matin jusqu'au soir, va se dire, ma mère travaille, je vais travailler à l'école comme ça, je pourrais lui dire, maman, je vais t'acheter une maison, j'aurai un travail, comme ça je pourrais l'aider. Un enfant maintenant a conscience de ses droits, sait qu'il peut appeler enfant délaissé, sa maman va lui dire, tu ne travailles pas à l'école, du coup, ouais, mais tu n'es jamais là. Tu m'aides pas. Et les enfants sont de plus en plus un peu consommateurs, sans généraliser, mais c'est normal, la société est comme ça. Il y a des enfants consommateurs, il y a beaucoup de parents qui n'osent pas même lever la main sur leur enfant parce qu'ils savent que leur enfant va appeler SOS enfant battu. Mais l'éducation, c'est pas faire marcher la boîte à gifles. Je pense qu'il y a autre chose. C'est pas marcher, mais sauf qu'on a dit il ne faut pas faire ça sans dire ce qu'il fallait faire. Et c'est ça aussi le problème. Oui, donc, comment vous vous situez dans cette question plus globale? Parce que pour moi, vraiment, la police est essentielle, l'éducation c'est essentiel, chacun a son rôle à jouer, mais vous, par rapport à cette délinquance des mineurs, comme policier, uniquement face à des jeunes qui sont dans la rue, quelle est votre proposition? Est-ce que c'est le couvre-feu comme on a pu le voir ou quelle est votre position par rapport à tout ça? Alors, il faut expliquer, le couvre-feu, c'est une mesure parmi tant d'autres. Enfin, moi, il me semble qu'à partir du moment où on fait voter une loi qui permet le couvre-feu, c'est aussi un échec quelque part. Oui, bien sûr. Quand vous avez des enfants qui ont... Parce que le couvre-feu, il faut savoir que ça concerne que les moins de 13 ans et dans des créneaux horaires, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. Enfin, moi, avant d'être policier, je suis parent. Bien sûr, votre enfant n'est pas dehors à cette heure-là. Non, mais je veux dire, il faut être raisonnable, quoi. On ne laisse pas un gamin de 10 ans, 11 ans traîner à 3h du matin dehors. Pour vous, c'est une bonne mesure comme ça, avec des restrictions? C'est-à-dire cette mesure-là, avec des critères précis, elle est intéressante? Le fondement est bon. Après, il y a l'application qui sera difficile. C'est ça. Vous voyez un gamin qui traîne à 2h du matin. Et comment reconnaître qu'il a moins de 13 ans, puisque maintenant, des moins de 13 ans peuvent avoir vraiment des gabarits de grands lascars. Comment reconnaître? Il y a plusieurs façons de reconnaître. Le contrôle d'identité, c'est un moyen parmi tant d'autres. Oui. Il n'y a pas que ça. Mais je veux dire, après, il faut pouvoir ramener ce gamin quelque part. Vous êtes en face d'un gamin qui vous dit, moi, je ne sais pas où sont mes parents. Bon. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous allez en faire? La nuit, tous les services publics sont fermés. Le seul lieu ouvert, c'est la pharmacie qui est barricadée parce qu'ils ont peur de se faire agresser, ou le commissariat. Qu'est-ce que vous faites d'un gamin
qui a 11 ans et qui est dehors. Ben, il faut trouver les parents. Et il faut trouver, en cas d'urgence, un moyen pour l'accueillir. Il y a des foyers de nuit. Mais bon, toutes les villes ne sont pas équipées d'un foyer de nuit. Et vous, qu'est-ce que vous proposez du coup pour ces Moi, enfants? Je pense qu'il faudrait déjà favoriser l'aide à la parentalité. Oui, parce qu'en France, on n'aide pas suffisamment les parents. C'est vrai que souvent on les stigmatise. Bon, c'est vrai, il y a des parents qui sont démissionnaires, sur lesquels de temps en temps il faut savoir aussi faire preuve de fermeté. Mais à côté de ça, il y a des parents qui ne peuvent pas assumer. Donc il faut les aider. Il faut les aider. Alors, il y a des moyens qui sont mis à disposition. Je pense qu'il faut prendre en charge ces familles de façon à ce qu'elles puissent prendre conscience qu'on ne fait pas un enfant comme ça de façon aléatoire, que c'est une responsabilité. Hein. Un enfant, c'est quelqu'un qu'on a choisi de faire. Donc il faut savoir s'en occuper. Et si on n'est pas capable de s'en occuper, je crois qu'à un moment donné, les pouvoirs publics doivent pouvoir amener des solutions, amener des propositions. Donc il y a des dispositifs, il suffit juste de les mettre en place. Il y a des budgets qui sont là, mettons-les en place et vous verrez qu'on arrivera à faire un vrai travail de prévention au niveau de la délinquance. Mais là, les mesures gouvernementales sont là pour régler le problème. Elles en mettent sur la table des réponses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elles essaient plutôt de soigner la conséquence plutôt que la cause ? Mais le problème, c'est que les causes, on a du mal à déterminer les causes. Parce que si elles étaient aussi claires que ça se saurait. Enfin, je veux dire, les causes, c'est quoi? Les causes, c'est qu'on est aussi... c'est ça, qu'on se masque un petit peu la vue, peut-être, en soignant la cause, non? Je crois qu'il faut soigner les deux. Il faut soigner les causes et aussi les conséquences. Parce que là, dans la délinquance, il y a des causes, mais aussi il y a des conséquences. Et les conséquences de la délinquance, c'est quand même des victimes. Oui, bien sûr, qu'on oublie souvent. On oublie même très, très souvent. Donc, je pense qu'il faut parler de tout ça, quoi. Pardon, excusez-moi. Voilà. Bah justement, j'étais un peu long, je suis désolé. Non, pas de problème, c'est un sujet qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement? Vous avez un policier face à vous qui a écrit un livre sur la police. Est-ce que... Enfin, toi, t'es né dans un quartier? Ouais. D'accord. Donc, moi aussi, je suis né dans un quartier. Moi aussi, je suis né dans un quartier. Voilà, je suis né dans un quartier. J'avais mes copains, c'était les plus gros délinquants. Mes copains, c'était les plus gros délinquants. Ils me montraient leur argent comme ça, je dis mais c'est pas possible, ils ont eu ça en 1 heure, 2 heures, mais non, parce que effectivement ma mère, mes parents avaient une éducation tellement stricte qu'à partir du moment où tu faisais une petite bifurcation, bah, t'avais toute la famille qui était derrière toi. Et moi je pense que n'importe quel lieu où tu habites, si tu as vraiment une bonne éducation et un respect de l'autrui, je pense que c'est bon. Mais il faut quitter très rapidement ce lieu. Oui. Il faut vraiment quitter, parce que vraiment, quand je dis que le voyage, la jeunesse, le voyage forme la jeunesse, c'est vraiment ça. Parce que dès que tu pars, tu vois autre chose, et là, je dis, ah ouais, j'aurais pu louper ça, j'aurais pu louper ça. Mais il faut avoir une opportunité de partir, donc toi, ça a été... Ben justement, tout le monde n'a pas cette chance. C'est ça. Ce qu'il a dit aussi, c'est pas mal, parce que l'éducation des parents aussi. Disons que l'éducation des parents permet de mettre sur les bons rails. Après, malheureusement, il y a les accidents de la vie. Oui, et ça, voilà, c'est pas une science exacte, l'éducation. Vous pouvez donner la meilleure éducation à vos enfants, les mettre sur les rails, et un jour, ils font la mauvaise rencontre. C'est la fréquentation. Et on voit très bien que dans une même famille, avec 4 enfants, les 4 enfants ne vont pas avoir le même parcours, alors qu'ils ont la même éducation. Parce que sinon, ce serait il y a une part de capacité dans l'être humain. C'est ça. Et après, il y a aussi un peu ce qu'on appelle le destin. Alors, on peut y croire ou pas, c'est autre chose. Mais tous les enfants, je dirais, ne sont pas égaux face à l'apprentissage, face au travail, face à la volonté, au sein d'une même famille. Pourtant, même père, même mère, et vous pouvez avoir des trajectoires différentes. Mais je pense, et j'en suis persuadé, que donner à des enfants les bonnes valeurs, des valeurs de travail, d'effort, de volonté, ça permet à ces enfants déjà, dans un premier... Et surtout leur expliquer que tout ne leur est pas dû. Mais justement, pour donner ces valeurs de travail, d'effort et de volonté, ça se mérite, quoi. C'est de plus en plus difficile, notamment pour l'école, parce que ça va à contre-courant de la société. Travail, effort, volonté, c'est tout le contraire de société zapping, on a tout de suite, société de consommateurs. Ouais, téléphone portable à 8 ans et demi, il n'y a pas de problème. On est en train d'aller, si on veut aller à la conquête de ces valeurs-là, à la reconquête, ce serait ça. Mais Hassan, il a dit un mot super important, je trouve, c'est respect. Je trouve qu'on est dans une société, on a vachement de mal à se respecter. On passe par, je trouve que le débat, il n'est jamais suffisamment complexe. On banalise, on prend des raccourcis les uns les autres dans notre rapport. Et je trouve que le fait de se respecter soi-même, de respecter l'autre, de s'estimer. Moi, j'étais au lycée à Aubergenville. Il y avait plein de gens qui venaient de plein d'endroits différents. J'ai adoré ce lycée pour ça, parce que voilà, il y avait tout le monde. Et à partir du moment où le professeur
Enfin, je ne veux pas faire d'amalgame, je parle de ma subjectivité, de mon histoire, mais à partir du moment où il y avait un respect, le professeur, il parlait et il respectait, et il ne prenait pas des raccourcis avec les gens qu'il avait en face, et ben en face, il avait du respect. Et je trouve qu'aujourd'hui, la société, effectivement, va dans comme ça, des rapidités d'échange, on veut tout de suite, profit immédiat, etc. Et le respect, et le dialogue, et l'estime, quoi. Mais est-ce que la formation du respect existe? C'est toute la... La question est là, la formation du respect. C'est toute la question. Et je trouve que toutes ces lois, toutes ces choses... L'éducation. Oui, mais c'est dans l'éducation, effectivement, tu as raison. C'est des valeurs qui passent. C'est l'éducation qui permet de transmettre des valeurs. Alors après, c'est vrai que ces valeurs, elles évoluent en fonction de l'âge, en fonction du milieu dans lequel on est. Et c'est vrai qu'il faut être capable de sortir du quartier, mais tout le monde n'a pas la chance de sortir du quartier.